Bonjour Gilles, bonjour Valérie. Heureuse de vous retrouver. Et Thomas Cavaillé-Foll, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez entendu ce cri du cœur à la fin de l'émission précédente quand j'ai dit que je vous recevais, non pas pour vous hélas, mais pour Science et Vie. Quand on dit Science et Vie, ça évoque... Vous savez accueillir nos invités. Non, mais c'est pas ça, c'est Science et Vie, ça évoque évidemment beaucoup de souvenirs. C'est un magazine qui existe depuis 110 ans. Très et exactement. Vous êtes là pour nous en parler avec 110 ans, c'est quand même incroyable. c'est incroyable. Quand on voit que Libé fête ses 50 ans, on se dit c'est incroyable. Station sur la Lune, c'est parti. Alors bon, c'est un peu mal parti pour l'instant avec la fusée d'hier, mais on va parler avec vous de cette aventure Science et Vie dans un instant. Vous aimeriez aller sur la Lune ? Pardon ? Vous aimeriez aller sur la Lune ? Oui, j'aurais bien aimé. Oui, avec un peu de sécurité. Vous, Gilles ? Moi, j'aime bien la Lune. Oui, mais Gilles, il prend pas l'avion, donc aller sur la Lune, ça risque pas. Allez, on va tout de suite commencer avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Après l'allocution du président, les réactions se sont enchaînées, mais comme il n'a rien dit, eh bien, il n'y avait pas des réactions où il y avait des choses à dire. Alors hier sur BFM, Maxime Switek a tenté de bousculer Laurent Berger. Oui. Ah, vous êtes fragilisé, on fait quoi maintenant, vous avez perdu, Ça l'a un peu énervé. Ouais. Il vous demande aussi à ce qu'on fasse ça tous ensemble. Vous dites que ce ne sont que des mots et qu'il n'y a rien derrière ce soir ? Non mais attendez, vous n'allez pas me poser 4 fois la même question. Ça va pas être possible. Je vous dis que l'apaisement, il fallait le faire sur le sujet qui a créé l'embrasement. Vous êtes en train de dire qu'il est déconnecté des Français ou qu'il n'arrive pas à comprendre ce que vit en ce moment le pays ? Vous savez, excusez-moi de vous le dire, je dis ce que j'ai envie de dire. Et je ne dis pas, je ne reprends pas, je vous ai pas dit qu'il était déconnecté. C'est vous qui me le dites. C'est compliqué. Parfois, les journalistes attendent qu'on leur dise quelque chose et quand on voit que l'invité le dit pas, ça donne ce genre de moment. On l'appelait le Picasso des églises. Dans C'est à vous, ils ont raconté ce fait divers abject. Non seulement le prêtre de la paroisse a violé plus d'une centaine d'enfants, mais en plus, il créait des vitraux où on pouvait voir des représentations sexuelles de ses méfaits. Évidemment, les victimes demandent que ces vitraux soient enlevés, mais le maire de Givors refuse. Luc Gemet, une des premières victimes, a témoigné dans C'est à vous et évidemment il est choqué par ces vitraux. C'est faire vivre le pédocriminel et les viols qu'il a commis sur nous. Il y a un vitrail qui représente un enfant nu avec une espèce de robe transparente qui vole au vent et face à lui il y a un homme d'église qui est l'adulte, le sexe de l'adulte est à peu près à la hauteur de la bouche de l'enfant. On sait ce qui s'est passé avec ce prêtre. C'est insupportable de penser qu'on peut exposer des vitraux comme ça à la vie de tout le monde. Incroyable histoire. Incroyable. Les précisions hier dans cette story de Mohamed Bouafsi, c'est que ce n'est pas le rapport Sauvé qui a révélé les crimes du père Rib, dont le nom ne figure même pas dans le texte. C'est le journal Marianne Lemac, donc c'est bien de citer les sources et de saluer le travail des journalistes qui font des enquêtes comme celle-là et que parfois le journalisme permet aussi de mettre à jour des scandales. Donc rendons à Marianne Lemac ce qui lui revient. Un peu de rigueur, mon cher Mohamed. C'est pas précis, effectivement. C'est pas le rapport Sauvé. Hier, un coup d'éclat aux 12 coups de midi, votre émission préférée. Peut-être un jour, vous serez l'énigme, nous a dit Jean-Luc Reichmann quand il est venu. Vous connaissez l'épreuve finale de l'étoile où l'on doit deviner une personnalité, une célébrité, grâce à des indices découverts petit à petit. Hier, la candidate Céline a trouvé l'étoile alors qu'il restait plus de 45 cases couvertes. Écoutez. Timothée Chalamet. Explication. Il est fan de foot. L'aigle qu'on voit, je pense que c'est l'emblème des États-Unis. Je crois qu'il est de nationalité américaine ou il est né aux États-Unis. Ouais. Il y a un scooter dans Call Me By Your Name. Et le croissant, je sais pas, il aime bien manger des croissants le mercredi matin. C'est la bonne réponse. Mais où est-ce qu'elle va chercher tout cela? C'est fascinant. Chapeau, hein. Ah ouais, c'est fascinant. Incroyable. Hein. Bon, on va parler. Ça vous impressionne? Ouais. Il y a des formes d'intelligence assez incroyables.
On s'est demandé avec le réalisateur si c'était vous, quels indices seraient cachés. On a pensé à Froufrou, on a pensé à parole d'expert, une loupe d'expert. C'est un peu facile. Ouais, on réfléchit. On va proposer à TF1. Ouais. On va parler évidemment avec vous, Thomas, qui êtes le rédacteur en chef de Science et Vie, de l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs dans le journal des 110 ans. Donc vous consacrez un article, pardon. Alors si on peut imaginer les pires choses, on peut aussi imaginer les meilleures. Reportage sur France 3, vous nous avez parlé hier d'un article dans Le Parisien, Valérie, où l'intelligence artificielle aide à dépister le cancer. Plus précisément, c'est étonnant. Grâce à un logiciel dopé à l'intelligence artificielle, les images vont ensuite servir de base au diagnostic du médecin. Conçu pour s'améliorer au fil des données emmagasinées, son algorithme est capable de lui proposer ses propres conclusions. Ainsi, on va pouvoir concentrer notre analyse sur une zone en particulier qui, elle, sera plus probablement tumorale. Ça nous permet une facilité dans le diagnostic et une rapidité beaucoup plus importante. Incroyable. C'est incroyable. Hein. Certains en ont peur. Alors vous décryptez un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que là c'est assez impressionnant dans ce cas-là. Oui, en fait, l'intelligence artificielle, ça reste un mot valise qui explique plein de technologies qui permettent de faire plein de choses. Et l'une des choses les plus importantes, c'est effectivement dans le dépistage de cancer. Ça commence à marcher très bien. Non seulement de dépistage, mais aussi on commence à arriver à prévoir l'arrivée des nouvelles des cellules tumorales, à voir un cancer en train de se former bien avant qu'il soit formé, et donc du coup de gagner du temps sur le diagnostic et pouvoir opérer lorsque c'est possible. C'est vraiment une très très bonne application de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, des algorithmes. On les entraîne en regardant des images d'IRM, tout ça, et puis en fait ça marche du feu de Dieu. Très bien. Et ce qui était étonnant dans ce reportage, c'est qu'en effet, la machine propose déjà un diagnostic, et ensuite c'est au médecin de vérifier. C'est ça, bien sûr. Il faut toujours qu'il y ait l'homme quand même qui intervienne. L'intelligence artificielle, on a tous un peu peur, tout ça, mais en fait il y aura toujours un humain derrière, parce que tout ça pour l'instant il ne fait rien. Restons avec une autre possibilité. Je vous gâte décidément, Thomas, avec l'intelligence artificielle. Cette fois, on a ressuscité Michael Jackson. On arrive à lui faire chanter les tubes actuels grâce à l'intelligence artificielle. Alors vous connaissez tous le tube I Feel Coming. Il date de 2016. Je vous rappelle que Michael Jackson est mort en 2009. Ça donne ça. Incroyable. Ah ouais, c'est fou. Ouais, c'est dingue. Hein. Et ça n'existait pas avant. 2016, la chanson date de 2016. Oui, mais on n'arrivait pas à refaire la voix. Il y avait des petites bidouilles, etc. Mais peut-être grâce à l'IEA, les rappeurs vont bien chanter. Ou vous allez chanter juste. Tout le monde pourra bien chanter. C'est assez étonnant. On dirait que la chanson est faite pour lui. Oui, c'est incroyable. Alors, vous pouvez aller sur Internet, où vous pouvez trouver également, ils nous ont fait... C'était hier dans Touche pas à mon poste, rendons à César ce qu'est à César, c'est là où j'ai vu l'info. Il y a également, ils lui font chanter des chansons de Madonna, ils lui font chanter d'autres tubes. C'est assez... Je l'attendrais plutôt sur quelque chose de très différent, du métal, du métal, du Nirvana. Ou Georges Brassens qui va chanter du Michael Jackson. Voilà ce qu'on peut faire avec lui. Alors, dans un instant, on va parler des 110 ans de Science et Vie, numéro anniversaire à retrouver dans les kiosques, et on en parle dans un instant sur ce qui a changé en 110 ans et le succès de ce magazine. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Thomas Cavaillé-Foll. Vous êtes rédacteur en chef à Science et Vie, donc le magazine qui fête ses 110 ans. C'est impressionnant, encore une fois, qu'un titre ait cette longévité. Ce numéro anniversaire est consacré, la une, Station sur la Lune, c'est parti. Racontez-nous un petit peu, vous, comment vous êtes arrivé. Moi, ça m'intéresse aussi le parcours d'un rédacteur en chef, d'un magazine comme celui-là. Vous l'aviez lu petit, puisque vous êtes loin des 110 ans. En fait, je l'ai lu comme tout le monde petit, mais étonnamment, ça fait tout pile 10 ans que j'ai pris la décision d'aller à Science et Vie avec le magazine des 100 ans, que j'ai d'ailleurs ramené ici. Il est juste là. Il était très beau. Il était très beau aussi, le spécial 100 ans. À ce moment-là,
Moi, j'habitais à Liverpool. J'avais arrêté mes études. J'avais fait de la science avant. J'avais fait de la science et je savais pas trop quoi. Je voulais pas devenir scientifique et je savais pas trop quoi faire. J'ai pris l'avion. Vous avez postulé? Non, j'ai chopé le magazine des 100 ans. Et dans l'avion. Dans l'avion. C'est drôle. Et je me suis dit que le journalisme scientifique était en fait la superbe porte d'entrée pour Ça veut dire que dans la rédaction, il y a des vrais scientifiques avec des gens qui ont un background scientifique. Tous, non, c'est des faux. Quasiment. Bien sûr, tous. Non, mais nous avons une double spécialité. Justement, c'était le sens de ma question. Est-ce que dans le quotidien du médecin, il n'y a que des médecins? Je peux vous en sortir plein de questions comme ça. Non, mais c'est ce qui m'intéressait effectivement, de savoir comment est fait ce journal, par qui, comment vous arrivez à vulgariser, parce que c'est excessivement accessible à tous, et c'est ce qui, à mon avis, a fait le succès du journal. Oui, Science et Vie est un canard populaire, on fait très attention, mais effectivement, nous avons tous une double spécialité, à la fois scientifique, on a chacun un diplôme en sciences, et aussi de journalisme scientifique, généralement très, très particulier. C'est chiant, un journaliste scientifique. Eh ben non, justement. Non, moi je me régale. C'est très franchement. Et alors comment on fait? On s'appuie beaucoup sur les scientifiques eux-mêmes. Dans chaque numéro, on interroge une centaine de scientifiques, donc on a une capture, une sorte de cliché de la science actuelle, authenté, et chaque numéro reprend un peu ça, et donc on embête beaucoup les scientifiques pour comprendre ce qu'ils racontent. Ça, c'est certain, c'est beaucoup de boulot. La difficulté, c'est aussi d'accompagner le changement, et Dieu sait s'il y en a dans ce secteur, et d'arriver à mixer justement les sciences de la vie, ce qui peut être de la nature, et puis la technologie. Oui, effectivement. C'est ce qu'on voit dans ce numéro, très, très précisément. Il y a beaucoup d'écologie et beaucoup aussi de techno, d'innovation, qui peuvent paraître parfois un peu antinomiques, parce que... Parlez bien dans le micro. Oui. Ah, pardon. Vous faites de la presse écrite, c'est pour ça. En fait, les sciences, il y en a partout. L'innovation, c'est de la science, et l'écologie, c'est de la science. Est-ce que... comment réagissent votre rédaction, puisque vous êtes des scientifiques, à tout ce qui est mis en doute par rapport à la science? On voit qu'elle est de plus en plus mise en doute, qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle les mouvements complotistes. Comment vous réagissez dans le journal, et comment eux réagissent sur le fait qu'ils sont contestés, alors qu'avant... c'était eux qui avaient le savoir, on les écoutait religieusement et ils étaient rarement contestés. Comment ils vivent ce statut qui a changé? Puisqu'on parle des 110 ans. Avant, on était admiratifs, on écoutait Yves Coppens, on écoutait tous ces gens-là, et maintenant, on mettrait même en doute Yves Coppens. Qui nous parle de l'électricité dans les pyramides. Alors, moi je trouve que finalement c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Le monde de la science, il reste soudé, il va bien. C'est vrai qu'il y a parfois un petit problème de comment on apporte l'information, et les réseaux sociaux sont pas très bien adaptés. On est très dans l'immédiateté, alors que la science prend du temps. Nous, on offre de plus en plus des tribunes aux scientifiques eux-mêmes, pour que justement ils puissent s'exprimer, mais par d'autres biais que le réseau social, qui généralement est plus au service des égos et de l'image de chacun que de la science elle-même. Et la science sur le réseau social est trop souvent un prétexte, je trouve, à l'image de chacun. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte on a vu, il y a une récente étude qui a montré que les jeunes se prenaient de la distance vers la science. Oui, ou pensaient que la Terre était plate, qu'on n'avait jamais marché sur la Lune. Bon, après, les théories subversives, il y en a toujours eu. Je suis pas certain qu'elles soient plus écoutées aujourd'hui. Probablement qu'elles ont plus de poids et plus de visibilité avec les réseaux. Mais à côté de ça, nous, nos abonnés sont en croissance. On est tout de même le premier mensuel payant de France. Ah bon? Ah oui? Ouais, devant Cuisine Actuelle. Ah bon? 3,4 millions de lecteurs chaque mois. Et c'est pas rien pour un pays comme la France. Donc ça veut dire que la science va pas si mal en France. Vous voyez, il y a un auditeur, ça rejoint ce que disait Gilles, qui dit avant les revues de presse, donc qui parlent des journaux, étaient rémunérés par les abonnements. Maintenant, ils touchent des fonds par des labos ou des instituts. Alors ça, c'est... Alors, oui, pardon, allez à Jacques Saès, il y a de la pub, il y a des abonnements, et non, en tout cas, c'est un groupe de presse. Oui. Et non, vous ne touchez pas d'argent des labos. Média, c'est un groupe
c'est extrêmement réglementé quand ça s'appelle communiqué de presse ou ça s'appelle publier reportage, mais vous ne pouvez pas publier de l'information qui est payée par un annonceur. Jamais de l'information cachée par. Ça rejoint ce que dit j'ai un autre auditeur vous demande quel est le scientifique vulgarisateur, enfin le vulgarisateur scientifique qui a bercé votre enfance à vous. Est-ce que c'est De Closet? Est-ce que c'est Yves Coppens? Yves Coppens. Ah, bon, il n'était pas super accessible non plus, si. Quand même. Ah si, moi je le trouvais particulièrement excellent. Ouais. Yves Coppens, d'ailleurs c'est un des premiers scientifiques que j'ai rencontré lorsque je suis rentré dans la rédaction de Science et Vie. Il était toujours très passionnant. J'ai eu la chance d'aller chez lui. ChatGPT, c'est pardon. Et puis juste encore, on est envahi nous par les marabouts. Là aussi, on est. Vous allez me dire quel est le lien, mais c'est sur l'irrationnel parce que là, je vois, ça fait 3 fois que je signale parce qu'on n'arrive pas à les éliminer. Traitement définitif des maladies comme le SIDA, l'hépatite, le cancer du sein. C'est gravissime. Des choses comme celle-là, donc je le cite volontairement à l'antenne. Ouais. C'est encore une fois une très bonne question qu'avait posée Gilles sur la défiance et sur ce type de communication. Bon, c'était une parenthèse, mais ça veut dire qu'il y a quand même de la défiance très importante et que c'est important ce type de magazine justement comme Science et Vie. Et de parler de ça, on a fait un article justement dans le numéro d'avant les 110 ans sur le rapport Miviludes, je crois, qui montrait justement une sorte d'essor des pas de la secte, mais des croyances. Des croyances, effectivement, qui tentent de se baser sur des faits scientifiques qui sont complètement à côté. À côté de la plaque. On voit apparaître des termes comme la médecine quantique. C'est quand même assez hallucinant. On a l'impression que les innovations, que ce soit des innovations comme les réseaux sociaux ou ChatGPT ou des choses scientifiques, n'ont lieu que soit en Chine, soit aux États-Unis. Est-ce que la France a beaucoup de retard ou ça reste quand même un pays avec des chercheurs importants? Est-ce que la France est toujours leader? Sur les choses qui sont très très visibles, comme ChatGPT justement, puisqu'on en parlait, ou les gros réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est assez outre-Atlantique ou en Chine. Ouais. Par contre, nous on en voit chaque mois plein d'innovations en France. Où est notre force? C'est-à-dire qu'est-ce qui est comme innovation française? Je sais pas, si on prend par exemple ce numéro-là, on a un article qui s'appelle « Ils font demain » à chaque fois, où on se base sur une start-up en France qui crée des choses. Qui fait des choses qui sont innovantes. Et là, on a des éoliennes en boîte sur les toits. Vous voyez, plein de petites initiatives qui se créent comme ça en France. On va changer la face du monde, les éoliennes en bois. Mais ChatGPT, ça va pas changer. Moi, je pense que c'est la vraie grosse révolution. Quand on peut changer les voix, les photos, l'information. Du moment qu'on peut modifier une information, je pense que vous avez le pouvoir en main. Vous pensez, que c'est une révolution, ChatGPT? C'est vrai que ça va changer pas mal de choses. Une révolution, je suis pas certain. Ça va bousculer beaucoup. Ouais. Mais c'est ce qu'on avait dit. Avant ça, il y avait la révolution métaverse. Et finalement, on voit que... Oui, mais c'est pas la même chose, parce que là, déjà, le grand public s'en empare. C'est-à-dire que moi, je peux vous parler à 2-3 personnes de métaverse, ils n'ont jamais mis les pieds, ils ont tous été voir ChatGPT. Et surtout, c'est que ça rend les gens encore plus déjà, ils essayaient pas de se cultiver, mais là, encore plus feignants. C'est-à-dire que les choses sont faites par la machine. C'est-à-dire votre propre travail est fait, au lieu de faire un rapport, c'est la machine qui le fait. Vous le corrigez, vous le modifiez. Moi, je pense que c'est une vraie révolution. Une alliance entre l'humain et l'IA. Oui, mais après, vous savez pas. Ça se trouve, le ChatGPT peut vous mettre des informations ou des choses parce qu'ils veulent faire de la propagande. Sûr. Mais il y a un dossier qui est très, très bien et très justement sur le bouleversement dans ce numéro de ChatGPT. Il y a énormément de choses. C'est curieux, c'est malin, c'est pratique. Il y a aussi tout un dossier sur l'amour. Non, pas du tout. L'amour, ce n'est pas qu'une question d'hormones. C'est un magazine. Je vois les articles sur lesquels vous allez. Ça raconte quoi? Je n'ai pas vu cet article sur l'ocytocine, qui est passionnant. Cette molécule, c'est une molécule qui est créée par le cerveau, exactement. De l'amour, de l'attachement en fait. C'est dans les années 70, je crois, ils se sont rendus compte que les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait 2 espèces de campagnols, c'est des sortes de rongeurs, et l'une produisait de l'ocytocine et l'autre non. Et la première espèce avait tendance à créer des couples, à bien s'occuper de ses enfants, et la seconde espèce à être
peu plus volage, on va dire. Voilà. Et donc la conclusion, ça a longtemps été l'ocytocine et l'hormone de l'attachement. C'est ce qui nous donne envie d'être en couple, tout ça. Et aujourd'hui, l'ocytocine, du coup, ça se trouve en spray, pour booster la libido ou les relations sociales. Et moi, j'aime bien les pages de fin très pratiques avec le masque de plongée communicant, le capteur d'urine, et puis des choses autour de la santé. Les boissons sucrées favoriseraient l'alopécie, dites donc, Gilles. Si on boit trop sucré, ça favorise la calvitie. Bref, beaucoup de choses. On rend hommage au créateur aussi, Paul Dupuis, bien sûr. qui a eu cette idée en voyant aux États-Unis déjà des magazines de vulgarisation Popular scientifique, Science, Popular Mechanics. Absolument. Et donc, bravo et longue vie. On espère que vous repartez pour 110 ans. Station sur la Lune, c'est parti. Ce numéro qui revient aussi sur ces 110 ans et puis sur toutes les déclinaisons. Science et Vie Junior, il y a énormément de Science et Vie Découverte. Science et Vie qui est tout récent. Absolument. Donc voilà, à lire Science et Vie. Bon anniversaire à vous et à toute la rédaction. Vous avez vu, je me suis mis à l'eau pétillante pour que mes cheveux repoussent. Oui, c'est bien. Allez, et dans un instant, c'est Frédéric Brindel qui sera avec vous, puisque je vous le rappelle, Jean-Jacques Bourdin est ce soir à Quissac dans le Gard, entre 18h et 20h au foyer, si vous voulez aller débattre avec lui la parole aux Français dans le cadre de la Semaine de la Ruralité. À demain.